Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute des Entretiens Bleus. Aujourd'hui, nous recevons Lise Berthaud. Bonjour Lise. Bonjour. Vous avez été au Conservatoire de région de Lyon avant d'intégrer le CNSM de Paris. Est-ce que vous vous rappelez de l'image que vous aviez du CNSM avant de passer le concours? Alors j'avais pas beaucoup d'images parce que habitant en race campagne et n'allant au Conservatoire de Lyon que les mercredis, d'une manière, j'avais pas vraiment une vie collective de classe parce que j'étais toute jeune. Donc quand la prof m'a dit Claude Macot, ça serait bien de tenter le CNSM, je ne savais même pas ce que c'était. Après, elle en a parlé à mes parents et tout ça s'est fait naturellement. Et puis je suis rentrée à 16 ans du premier coup. J'ai fait en fait un concours qui s'appelle les Jeunes Altistes à l'époque, qui se déroulait avec le plus ou moins le même programme d'entrée que le conservatoire. Et comme je l'avais gagné, j'ai pas eu le temps de stresser et de m'en faire tout un monde parce que c'était quand même bien engagé. J'aimerais bien revenir sur cette période du CNSM. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'étudiante que vous étiez? Donc la première année, j'étais encore au lycée dans ma région, donc je faisais les allers-retours. Donc c'était assez compliqué pour créer des liens avec les autres. J'étais exemptée d'orchestre, de musique de chambre, de tout ce qui pouvait faire avoir une vie sociale avec les autres. Je manquais le lycée le jeudi après-midi, tout était groupé. Et c'était un accord avec le conservatoire. À l'époque, ils encourageaient qu'on finisse le bac. Donc moi, j'étais un peu déçue parce que je voulais vraiment aller à Paris. Et après, c'est quand même un choc quand on déménage, déjà d'avoir son appart tout seul, de se retrouver dans une ville comme ça quand on vient de sa campagne. Tout de suite après le bac? Voilà, tout de suite. Là, donc en deuxième année de CNSM, j'ai eu la chance d'avoir la Cité des Arts. Donc j'étais quand même dans un quartier génial, pas cher, dans des conditions de travail idéales. Grâce à l'OFJ que j'avais fait l'été d'avant, l'intégration était très facile. J'avais tout de suite une bande de copains. L'Orchestre Français des Jeunes. Voilà, ça a vraiment aidé à mon intégration. Pour le côté travail, est-ce que vous avez une idée par exemple, assez concrètement, du volume horaire que vous faisiez tous les jours? Alors moi, je compte, j'ai une manière de compter très spécial, c'est que je compte pas les répètes de musique de chambre, je compte pas les cours, je compte pas, mais j'essayais d'avoir 3 heures toute seule tous les jours, avec des périodes plus, des périodes moins, mais c'était une sorte de base. Et une période d'examen, ça pouvait monter à 4 heures, mais j'ai jamais fait 6 heures par jour. J'avais mal, enfin l'alto, voilà, j'organisais mes séances en 1 heure et 3 heures, mais très efficaces. Je trouve que j'ai toujours essayé d'être concentrée, privilégier la concentration. Je n'ai jamais fait 6-7 heures, non. D'alto seul, je parle. Est-ce que vous diriez qu'à l'époque, vous étiez déjà carriériste, avec une envie de travailler? Vous saviez que vous feriez ça ou... Alors, envie de travailler carriériste, pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, être carriériste, ça ne veut pas dire forcément travailler son instrument. Ça fait un peu celui qui veut arriver sans forcément travailler. Oui, je voulais être prête au cours. J'avais déjà un petit pied dans le monde professionnel avec des concours que j'avais gagnés. Il y avait vite des concerts en fait. Je gagnais presque ma vie déjà au CNSM. Donc j'ai eu la chance de rencontrer tout de suite Renaud, notamment Capuçon, qui en deuxième année m'a invité à son festival. Donc j'avais des responsabilités de concerts. Donc ça m'a... Comment vous avez rencontré Renaud Capuçon? Eh bien, au Festival de Deauville et aussi, je crois qu'il était venu m'écouter au concert à la Cité des Arts, parce qu'à l'époque il habitait à côté. Est-ce que vous aviez un plan B dans ces jeunes années en vous disant si ça marche pas dans la musique, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous avez pensé à ça? Jamais. Jamais. Jamais, parce que même si je n'avais pas d'idée sur le CNSM, je savais que je voulais faire ça quand même. Et comme ça marchait plutôt bien, je me suis jamais... Il n'y a jamais... pas eu un moment d'interrogation Non, il y a des moments où on en a ras le bol, ça c'est sûr. Mais de là à se dire on va faire autre chose... Est-ce que faire ces études-là, ça a été un poids de ne pas faire des études vraiment standards ou vous aviez plutôt le soutien de la famille et de l'entourage? Alors justement, la raison pour laquelle j'ai fait les allers-retours la première année, c'est parce que ma famille voulait absolument pas que je fasse FON. Même Racine, le lycée qui fait des classes musique, il voulait vraiment que j'ai mon bac général. Que vous avez eu à 17 ans, c'est ça? Oui, parcours classique, sans redoubler mais sans sauter de classe, pas brillamment mais pas nullement non plus. Enfin, voilà. Okay. Et ça c'était important pour eux. Après, une fois le bac en poche... Il vous a jamais servi? Non, il m'a jamais servi. Et en plus, ils ont toujours été en contact quand même avec les professeurs pour vraiment être sûrs... mais ça va marcher, vous êtes... voilà, comme ils sont pas du tout dans la musique, ils ont toujours fait appel à mes professeurs d'alto pour besoin d'être rassurés. Pour les rassurer, tout simplement. À cette période, vous remportez des concours internationaux, le concours européen des jeunes interprètes, le prix Indemit à Genève. Pourquoi vous présentiez ces concours? C'était les professeurs, c'était une envie personnelle? Oui, c'est les professeurs, puis c'est toujours stimulant pour monter un programme lourd et des œuvres qu'on n'aurait pas forcément envie de travailler tout seul sans un objectif. C'était aussi une manière de travailler intensivement. Vous pensez que
c'est un passage obligé pour un altiste, un pas soliste? du tout. Non. Pas du tout. Un avis sur les concours avec le recul? Alors, il y a concours et concours. Je pense que pour les quatuors à cordes, c'est vraiment important d'en faire parce qu'il y a tellement de quatuors et que c'est vraiment, ça peut lancer. Aujourd'hui, moi, je me sens déjà d'une autre génération. Je pense que ça marche quand on gagne Elisabeth. Quand on a le 5e prix, ça marche déjà moins. C'est assez cruel quand même. C'est assez cruel. Et en plus, il y a des concours plus fiables que d'autres. Reine Elisabeth en fait partie des fiables, hein. Mais il y a quand même certains concours en piano où on sait qu'il y a certaines magouilles. Ça peut arriver. Concernant votre préparation, quels sont vos souvenirs de la préparation typiquement d'un concours, de ce genre d'épreuve? Est-ce que vous auriez des conseils pour des gens qui auraient votre âge au moment où vous les avez passés? Déjà, de ne pas se dire en faisant un concours, oh, on verra bien je pense qu'il faut y aller pour gagner, même si on ne gagne pas. Mais il ne faut pas y aller pour voir. Le jury le sent et je pense se sent peut-être pas respecté si on sent qu'on a bossé un tour et le deuxième il est passé à l'as, ça peut énerver un peu les membres du jury. Je pense qu'il faut travailler tous les tours et il faut penser qu'on peut le gagner. Même si on ne gagne pas, mais dans la démarche de travail, penser qu'on doit être le plus près possible. Alors sur la préparation physique, il y a toujours le risque de blessure si au dernier moment on travaille 8 fois plus que ce qu'on a travaillé le mois d'avant. Et il y a des œuvres qui nécessitent, qui stimulent les muscles plus que d'autres. Je pense par exemple, moi j'ai eu à jouer la sonate digne de Ligeti, pardon. Ça, franchement, si on n'est pas préparé physiquement, on se fait une tendinite, voire deux. Et les altistes le savent. Et on ne peut pas travailler 7 heures de Ligeti par jour. Il faut avoir anticipé la chose et tous les jours rajouter. Mais musculairement, je pense que c'est pareil pour le piano, quoi. On ne peut pas, pour la première fois, jouer le deuxième concerto de Brahms si on ne l'a pas enchaîné mais des dizaines de fois. Peut-être même travailler moins à l'approche du concours ou... Après, je crois que chacun est différent. Ouais. Moi, ça me rassurait de shooter jusqu'au dernier moment, je crois. Mais peut-être c'était pas bien, je sais Ça pas. a plutôt marché a priori. Tout marche. Je peux comparer les concours aussi aux concours aux jours de concert très importants. Je sais que j'aime bien quand même faire 1h30. Mais pas rien. Aujourd'hui, vous menez une carrière internationale en soliste, mais également au sein du quatuor Strada, que vous avez fondé il y a 5 ans, je crois. Oui. Comment on fait pour garder un quatuor soudé, comme le vôtre? Déjà, on est un quatuor au sens où on joue à 4 ensemble, mais on n'est pas comme le quatuor Eben qui répétons du lundi au dimanche 6 heures par jour. Là, par exemple, la semaine prochaine, on se voit tous les jours, mais c'est rarissime. On a un mode de fonctionnement un peu différent, c'est qu'on est très très préparé seul et on optimise nos journées comme on peut parce qu'on est tous les 4 très occupés. Du coup, c'est un peu la fête quand on se revoit. Il y a une volonté peut-être de créer cette attente, de se retrouver en quatuor? Oui, puis c'est vrai qu'on est occupé, donc on fait vraiment tous au mieux pour se voir le plus possible, mais c'est pas toujours évident et on aimerait faire mieux et plus, mais voilà, avec les agendas, faut jongler. On sait que les autres membres du quatuor ont eux aussi une carrière soliste très importante. Est-ce que vous envisagez différemment les concerts en soliste et les concerts avec le quatuor? Quelle est la différence dans la préparation, dans le stress peut-être? Les concerts en soliste, finalement, on joue un tiers du concert. C'est très intense, mais jouer 2 quatuors de Beethoven ou 2 quatuors de Brahms, au niveau intensité, concentration et difficulté, ça se vaut pour moi. Vous en êtes où de la gestion du stress? Est-ce que déjà vous étiez stressée plus jeune pour les concours? Alors bizarrement, j'étais pas du tout stressée petite jusqu'à 14-15 ans. Après, ça a vraiment monté. Et là, j'ai l'impression que ça se stabilise. Je me mets, quand j'ai des grosses échéances, j'ai tellement la pression toute la semaine où je suis un peu angoissée qu'au moment de jouer, c'est bon, j'ai eu ma dose. C'est comme si j'avais eu ma dose de stress et je l'ai avant en fait. Avec orchestre, le moment le plus stressant, c'est la première répétition. Donc en général, on stresse tellement la première répétition qu'au concert, ça va. Pourquoi? Parce qu'il y a une première impression à faire? Oui, première impression, c'est toujours quand même compliqué de jouer devant 100 musiciens ou même 50 qui font votre métier, voilà, il y a quand même quelque chose un peu c'est pas vraiment approuvé, mais faut y aller. Est-ce que la présence de certaines personnes dans la salle peut changer la manière d'envisager un concert? Par exemple, s'il y a Gérard Cosset dans la salle, est-ce que c'est exactement la même chose que devant un parterre d'un coup? Alors moi, je sais que les moments où j'ai le plus le trac, c'est au festival, par exemple, de Salon de Provence, où il y a tous les collègues et copains dans la salle. C'est-à-dire que je peux jouer devant 8000 personnes à l'étranger sans avoir le trac et avoir des fois un concert ou une répétition devant 10 et là je me mets à avoir le trac. On a des moments où on a moins confiance aussi, on se sent peut-être moins légitime, c'est difficile de toujours se dire je mérite ma place, je suis là, c'est bon. On a tous nos moments, bon.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'hygiène de vie qu'implique un tel métier? Des trucs assez concrets comme par exemple l'alimentation, le sommeil, est-ce que vous avez une rigueur par rapport à ça? Je suis loin d'être exemplaire. C'est-à-dire que moi, après avoir joué, je me dis pas je vais me coucher parce que demain tu as un autre concert et il faut que je vive et que je boive un petit coup avec les copains. Après, j'essaie de pas faire n'importe quoi non plus. Je fais du sport. Quoi comme sport? Je cours, je fais un peu à l'hôtel, je vais à la salle faire un peu d'elliptique pour le dos, parce que les voyages fatiguent finalement plus que les répétitions. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui me fatigue le plus en fait. Pour la nourriture, bon, d'être souvent parti, c'est sûr qu'on choisit pas tout le temps. Il y a des moments où on aimerait bien juste avoir sa sauce vinaigrette à soi, qu'on fait nous-mêmes. Non, le sport, la sieste avant le concert, ça c'est... Toujours? Ouais. Ok, Je c'est une suis habitude. vraiment malheureuse que si je l'ai pas. Vous avez des activités en dehors de la musique? Je pense à la lecture par exemple, à des choses qui vous sortent un peu de ce milieu volontairement? Volontairement, oui. Bah déjà, j'aime bien me promener dans Paris, aller au sport, aller au ciné, bouquiner quand je peux, regarder des séries. Enfin, voilà, c'est le fond. Vous avez réellement le temps d'aller au cinéma autant que vous voudriez régulièrement ou... Pas autant, mais quand je suis à Paris, j'essaie de m'organiser pour vivre pleinement ma vie de parisienne. Vous allez au concert? Oui, mon amie est à l'Orchestre de Paris, donc je vais souvent écouter l'Orchestre de Paris, par exemple. J'ai remarqué que vous n'avez pas de site internet, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un choix? Oui. D'accord, vous pouvez nous parler de ça, nous expliquer? Pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai vraiment assez à faire sans rentrer... ça m'angoisse. Alors le site internet, c'est un tort, je devrais en faire un, j'ai la flemme. Les réseaux sociaux, je suis pas anti... je juge pas du tout, j'ai peur que ça m'angoisse. J'arrive pas à faire mon autopromotion pour la promotion des concertos, des solos. J'ai quand même un agent qui fait du bon travail. Solea Management, c'est voilà. Ça. Vous pouvez nous parler de comment ça s'est passé? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous, oui. Vous vers eux? Oui, c'est eux qui sont venus vers moi et ça marche souvent comme ça. Est-ce que vous avez des liens avec les autres artistes oui, de Solea? tout à fait. Bah, notamment Éric Lesage, François Salk. Oui, on se connaît tous et on joue beaucoup ensemble aussi. Pourquoi, à votre avis, la musique classique n'est pas à la mode? Est-ce qu'elle pourrait devenir à la mode? Est-ce que c'est souhaitable? C'est un terrain glissant, cette question. Moi, je pense que c'est normal qu'elle soit pas à la mode. C'est pas forcément souhaitable, mais j'ai réfléchi un peu à la question. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Tous les orchestres sont engagés dans des missions pédagogiques. Je pense à des associations comme les concerts de poche. On joue pour les classes. On fait à chaque générale, nous on invite les jeunes. Les conservatoires aussi ont des billets gratuits. Je veux dire, c'est pas comme si on s'occupait pas de cette question. Peut-être qu'on peut encore faire mieux, mais j'ai l'impression que c'est comme aller je sais pas si on vous dit, ce soir on va à l'Académie française écouter à la Comédie Française voir un spectacle. C'est une démarche à faire. C'est pas forcément simple. Une fois qu'on y est, on se dit « Ah ben, on est bête, pourquoi on n'irait pas plus ?» C'est génial et on s'en rappelle pendant 2 ans. Mais la démarche est pas si simple d'aller dans une salle et je pense que c'est pas une histoire de prix parce que les efforts sont quand même faits. Il y a des tickets pour les jeunes à moins de 10 €. C'est une question très compliquée. Vous pensez que la balle est dans le camp du public et que c'est au public maintenant d'aller au concert? Le concert va suffisamment vers le public? Non, peut-être pas assez, mais je ne vois pas... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, artistes, de plus pour rendre peut-être plus attrayant, plus intéressant, plus moderne peut-être? Je ne sais pas, parce que moderne, déjà maintenant, c'est rare que les concerts ne soient pas présentés et expliqués. Je parle dans tous les festivals, on présente les œuvres. Oui, quasiment, la médiation. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans. Je pense que le problème vient peut-être aussi de l'enseignement à l'école primaire ou collège, lycée. Moi, je me rappelle de mes cours de musique, il fallait jouer du pipeau et c'était quand même le summum du ringard. Les cours de musique au collège, je traînais la patte pour y aller, alors que j'étais un collège normal personne faisait de la musique. Je me disais, oh là là, j'avais presque honte de dire que je faisais de l'alto. Non, je pense que c'est compliqué d'aimer Wagner du premier coup. J'ai l'exemple de mes parents. Quand je leur dis, maman, je dois jouer le concerto de Bartók, c'est à côté, vous venez m'écouter. Oula, Bartók. Et le fait qu'ils l'écoutent avant, maintenant ils savent que s'ils l'écoutent 3 fois avant, au concert, ils vont apprécier, même plus qu'apprécier. Première écoute, c'est sûr que non. Et ils sont quand même un petit peu habitués à aller au concert avec moi.
Donc je pense qu'il faut écouter un peu à la maison avant d'aller au concert une œuvre qu'on ne connaît pas. Ça décuple le plaisir. Ils ont le même effet quand ils sont venus écouter les quatuors de Beethoven. On jouait les derniers quatuors, c'est pas forcément la musique de Beethoven, c'est pas la 9e ou la 5e symphonie, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Bien sûr, pour un musicien ou pour quelqu'un qui est habitué, c'est fou comme musique. Mais donc j'aurais donné les CD et maintenant ils écoutent ça comme si c'était un mouvement lent d'un concerto de Mozart, quoi. Mais il faut quand même... Peut-être faire écouter de la musique à l'école alors. Je pense. Ouais. Et de les emmener au concert. Merci beaucoup, Lise Berthaud. Merci beaucoup.